Bonjour Ève, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre rare à l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes là pour parler un peu de votre maladie rare, puisque vous en parlez assez librement. Oui. Les dyskinésies paroxystiques. Dites-nous un peu ce que sont les dyskinésies paroxystiques, ou tout au moins les symptômes que vous avez au quotidien ou pas au quotidien, et qui ont révélé cette maladie. C'est vrai que j'ai la chance pour ma dyskinésie d'avoir un traitement qui me permet d'avoir un quotidien normal. Mais avec ma neurologue, on essaie de travailler un maximum sur la possibilité d'arrêter ce traitement. Et donc maintenant, de nouvelles crises arrivent régulièrement. Les crises, elles se traduisent par des mouvements que je ne contrôle pas, des mouvements involontaires, que ce soit le haut du corps, le bas du corps, tout le corps, ça peut aussi être au niveau du visage. Et ce qui est assez fou, c'est que je ressens la crise avant de la faire. C'est-à-dire que quelques fractions de secondes avant de faire ma crise, je sais exactement quelle crise je vais faire, quelle intensité elle sera, dans quelle partie de mon corps elle sera. Et donc en général, si je sens que ça va être une grosse crise, par exemple, je préviens le monde autour de moi, je m'assois et je leur dis qu'il faut qu'ils me serrent. Si je sens que ça va être une petite crise, je leur demande qu'ils me serrent la main pour que ça passe plus rapidement. En fait, c'est vraiment, chaque crise est complètement différente les unes des autres. Quel âge aviez-vous lorsque les premiers symptômes sont apparus? Moi, du plus loin que je me souviens, c'est à mes 8 ans, où j'en ai parlé à mon papa. J'étais au basket et on devait faire des allers-retours en sprintant. Et en fait, à des moments, je ne contrôlais pas ce que je faisais. Et donc, j'ai dit à mon papa, mais en fait, je pense que j'ai un TOC, parce que dès que je fais ces accélérations, je fais des trucs que je ne contrôle pas. Et lui, il m'avait dit, mais non, tu dis n'importe quoi. Quand je te regarde courir, je vois que quand tu es devant tes copines, tu fais un petit peu la bébête parce que justement tu es devant elles. Et je fais, mais non, en fait, quand je suis devant elles et que je fais un peu la bébête comme tu dis, en fait, c'est juste des mouvements que je ne contrôle pas. Je ne fais pas exprès. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont observé un petit peu plus, mes parents m'observaient, on regardait un peu ce qui se passait. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à se dire, ok, c'est pas normal, faut qu'on consulte, faut qu'on ait des réponses à ce qui se passe. Et quand vous avez pris conscience que ça pouvait être une maladie, quel sentiment cela a provoqué chez vous et chez vos parents? Je sais que ça a fait un grand sentiment de peur parce que j'avais fait des convulsions étant petite. Donc c'est se dire, est-ce que c'est en lien avec les convulsions? Est-ce que je vais en refaire? Est-ce que maintenant ça va s'intensifier? Est-ce que ça va s'arrêter? C'était beaucoup de questionnements auxquels on n'avait aucune réponse et c'était assez difficile à vivre. Je sais que c'était dur pour moi, oui et non, parce que je ne me rendais pas trop compte de ce qui se passait, sur le début en tout cas. Mais pour mes parents, je sais que ça a été des grandes phases de peur pour eux. Ils essayaient de trouver des réponses. Par exemple, je faisais des crises parce que je respirais mal, parce que je buvais pas assez d'eau. Je sais qu'ils essayaient d'apporter du soutien comme ça parce qu'ils avaient peur et donc ils essayaient de trouver des explications un peu irrationnelles. À partir des premiers symptômes jusqu'au diagnostic, je pense qu'il y a eu plusieurs années. Oui. Durant ces années, qu'on appelle habituellement l'errance, est-ce qu'il y a eu beaucoup de consultations de médecins différents? Est-ce que ce parcours vers le diagnostic a été long et difficile, ou bien vous avez trouvé rapidement un médecin qui a pu faire le diagnostic? Non, ça a été très long, ça a été très difficile. J'ai passé quasiment 6 ans et demi sans diagnostic. J'ai été voir mon médecin généraliste qui forcément n'avait pas connaissance de ce que j'avais, donc qui m'a envoyée vers une pédiatre. J'ai fait une crise devant la pédiatre, elle ne l'a même pas vue. Mes parents lui disent « mais regardez, elle est en train de faire la crise » et elle n'a rien vu sur le moment. J'ai fait énormément d'IRM, d'électroencéphalogramme, j'ai fait beaucoup d'examens différents auxquels il n'y avait aucune réponse. J'ai été envoyée vers un neurologue. Le neurologue m'a donné un diagnostic qui n'était pas le bon, il m'a donné un traitement auquel je n'avais pas eu de suivi. Ça nous inquiétait tellement qu'au bout d'un an, je prenais un médicament qui ne me faisait aucun effet et qui me faisait peur, parce que je me dis, mais en fait, je prends un traitement qui ne sert à rien et en plus, je n'ai pas de suivi. Ma sœur travaillait à ce moment-là à Bruxelles
Et donc, elle avait quelques contacts avec le milieu médical. Et donc, de nous-mêmes, on a réussi à trouver une neurologue sur Bruxelles qui m'a donné rapidement un rendez-vous. En consultation, pour moi, c'était le rayon de soleil parce que rien que d'être dans son cabinet, je me suis sentie bien. Et elle m'a dit, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que tu as, mais je connais une neurologue à Lille. Donc, j'étais de retour à Lille à ce moment-là. Je connais une neurologue qui saura ce que tu as. Je l'appelle devant toi, tu vas avoir un rendez-vous avec elle et tu verras, elle va te dire ce que tu as. Et à ce moment-là, 6 mois après, mon rendez-vous à Lille était de retour et j'ai rencontré cette neurologue pour adultes, Eugénie Mutez. À ce moment-là, j'étais mineure, mais donc j'ai eu une dérogation pour être prise en charge par Eugénie. Et directement, je suis rentrée dans son cabinet. Elle m'a fait quelques examens et tout de suite, elle m'a dit « Ok, je sais ce que tu as ». Eh bien, je pense que vous avez rencontré une neurologue à Bruxelles qui sait cultiver le doute. Et c'est en cultivant le doute qu'on fait le diagnostic de maladie rare. Elle a su douter d'elle-même, je ne sais pas, et elle vous adresse vers quelqu'un qui connaissait le diagnostic. Quand le diagnostic a été porté, est-ce que ça a été un soulagement ou ça a été plutôt une angoisse ou une peur? Ah non, pour moi, c'était un soulagement. C'était de me dire déjà, je ne suis pas folle, je ne suis pas seule, je suis enfin comprise, on sait ce que j'ai. Et peut-être que je vais pouvoir commencer à aller mieux, peut-être que je vais commencer à arrêter de faire des crises. On va pouvoir commencer à trouver une adaptation ensemble pour que mon quotidien devienne normal, pour que toute l'enfance que j'ai passée à adapter, maintenant je vais pouvoir enfin vivre pleinement. Et quand vos parents ont appris que c'était une maladie génétique, est-ce que ça leur a fait peur ou quelle a été leur réaction? C'était d'un côté se dire on sait enfin ce que tu as, donc ça va. Mais en même temps, c'est dans les gènes. Donc ça veut dire que l'un de nous est porteur, on est peut-être tous les deux porteurs, donc c'est un peu de notre faute. On a fait un test génétique et on a vu que la maladie venait de mon papa. Ça a été assez dur pour lui. Un jour, en revenant de l'athlétisme, on était tous les deux et il m'a demandé si je lui en voulais pour cette maladie parce que pour lui, c'était vraiment un moment de culpabilité de se dire j'ai transmis quelque chose qui fait du mal à ma fille. Et en fait, je ne peux pas lui en vouloir. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Quand j'ai été conçue, on n'a jamais choisi mes gènes, on ne m'a pas choisi les chromosomes qu'on me donnait. Et donc, évidemment qu'il y est pour rien. Mais je comprends malgré tout ce qu'il peut ressentir parce que c'est dur de se dire peut-être que je vais transmettre moi aussi plus tard à mes enfants cette maladie. C'est vrai que ça me met des doutes sur est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants. D'un côté, oui, je sais que j'ai envie d'avoir des enfants. Mais d'un autre, j'ai peur de me sentir coupable de leur transmettre quelque chose. Même si maintenant je sais l'expliquer, j'ai peur de leur transmettre. Parlons un peu de cette maladie invisible que vous avez. Alors, les professionnels de santé parlent de handicap invisible, ce qui est sans doute un terme maladroit. Je préfère tout à fait ce que vous proposez, la maladie invisible. Comment vit-on avec une maladie invisible? Est-ce que c'est une force ou bien c'est une gêne, un handicap au quotidien? Comment ressentez-vous cette maladie aujourd'hui avec un traitement qui vous va parfaitement bien? Pour moi, c'est les deux à la fois. D'un côté, je puise ma force en cette maladie et d'un autre, c'est aussi l'adaptation de tout ce qu'il y a autour de moi. C'est être obligée, quand j'ai un petit ami, de lui en parler parce que j'ai l'impression de me sentir coupable que de ne pas lui en parler. Mais en même temps, c'est me pousser à aller toujours plus loin dans mes limites parce que me dire si j'arrive à vivre avec cette maladie, je suis capable de vivre avec n'importe quoi, et je suis capable de faire n'importe quoi et je suis capable de réussir tout ce que j'ai envie d'entreprendre. Et donc ça me pousse à chaque fois à me donner au maximum pour tout ce que je fais. C'est vrai que petite, j'avais beaucoup d'options à l'école. Ensuite, j'ai aussi fait beaucoup de sport. Après, maintenant, je me suis lancée dans les Miss. Maintenant, sur Danse avec les stars. En fait, à chaque fois, je trouve des objectifs toujours plus grands. Après Danse avec les stars, j'aimerais faire Miss Univers. Après Miss Univers, j'aimerais reprendre mes études. En fait, j'ai à chaque fois plein d'objectifs qui me poussent à faire toujours plus pour moi et pour les autres. Parce que je me dis, moi, je suis capable de le faire. J'ai cette maladie qui est en moi, mais elle me poussera à faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis capable et j'ai l'occasion de le faire. J'ai un traitement qui me va bien, donc je vis bien. J'ai la chance de vivre bien. Et donc, je veux pouvoir être l'espoir que je n'avais pas quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'avais personne sur qui je pouvais me poser et me dire « Oh, cette personne, elle a fait de grandes choses alors qu'elle avait quelque chose comme moi. Elle était un peu bizarre comme moi. Elle n'était pas normale. »
Et aujourd'hui, elle fait de grandes choses. Et j'ai envie d'être cet exemple que je n'avais pas étant petite. Et c'est un très très beau message pour tous les patients avec maladies rares. Merci beaucoup. Merci à vous.